Merci de nous retrouver en direct ce soir sur la télévision panafricaine. Sujet uni posé sur la table. Des échanges dans le cadre de votre quotidienne de l'actualité et de l'information appel sur le continent sur Afrique Média. Déjà en ma compagnie, ici sur ce plateau central, nos deux invités qui échangeront avec nous et qui vont débattre sur ce sujet. Les relations ou alors le climat très glacial entre Yaoundé et Paris depuis le 22 février dernier à la suite des déclarations du président français Emmanuel Macron suite à une interpellation d'un activiste camerounais qui évoquait la question de la crise sécessionniste des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, mais également de la question de la gestion des droits de l'homme par le gouvernement du Cameroun. Le président Emmanuel Macron avait suscité une forte polémique en disant avoir mis la pression sur le président Paul Biya, notamment pour la libération des prisonniers politiques au lendemain du grand dialogue national au Cameroun et en particulier ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des propos qui auraient blessé donc la souveraineté d'un pays, d'une nation comme le Cameroun, aujourd'hui une nation souveraine, ne saurait tout simplement exécuter les ordres de Paris ou alors une pression quelconque d'un président d'un autre pays. On en débat tout au long de cette édition, vous le savez. À tout moment, vous pouvez nous retrouver en direct par téléphone pour participer et donner votre analyse, votre commentaire sur ce sujet qui est posé sur la table ce soir, car un communiqué de l'Élysée publié sur le site officiel de la présidence française parle d'un échange téléphonique entre les deux présidents pour essayer de baisser cette tension qui s'installait depuis plusieurs jours, depuis le 22 février dernier, entre Paris et Yaoundé. Pour en parler sur ce plateau, je vous l'annonçais, nos invités sont à ma compagnie. Je vais tout de suite me retourner du côté de ma gauche pour introduire quelqu'un que vous connaissez déjà sur nos plateaux. Rodolphe Amandialeux, journaliste et analyste politique. Amandialeux, bonsoir. Bonsoir Victoire. Salut chaleureusement, en tout cas à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir, principalement dans le cadre de cette émission Appel sur l'actualité. Je salue aussi mon... Appel sur le continent. Sur le continent, oui. Voilà. Je salue mon co-panéliste également. Merci à vous, Amandialeux, d'accepter l'invitation d'Afrique Média ce soir. Juste à ma droite, vous l'aperceviez déjà, Monsieur Guillaume Kouan, ingénieur électricien et analyste politique. Bonsoir, Guillaume Kouan. Bonsoir, Madame Dimala. Merci de m'inviter à votre plateau. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et les fidèles d'Afrique Média. Amandialeux, vous avez traité cette information au début de cette matinée, d'où la raison de votre invitation ce soir sur Afrique Média. Il faut également préciser que ce communiqué de l'Élysée indique que les deux présidents ont convenu sur des enquêtes concernant le massacre de Garbou le 14 février dernier, mais sans jamais évoquer la question des prisonniers politiques ni celle des négociations avec les sécessionnistes qui sont des sujets tabous pour Yaoundé. Pourtant, Emmanuel Macron avait dit avoir mis la pression sur le président Paul Biya sur ces sujets en particulier. Oui, il faut quand même voir que c'est une grande surprise, voilà, parce que quand on avait suivi Macron il y a de cela une semaine parler au salon de l'agriculture du côté de France, on pensait quand même que après les paroles, l'acte devait véritablement suivre, ce qui n'a pas été le cas si on s'en tient véritablement au communiqué, voilà, parce qu'il y a eu un article de l'agence France Presse qui disait une chose et puis il y a le communiqué officiel de l'Élysée qui est venu maintenant véritablement clarifier pour dire que ils ont discuté de l'opportunité de mettre sur pied une commission d'enquête, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais jamais il était question aussi de revenir sur ce qu'on a appelé les prisonniers politiques. Voilà. Et je crois que ça entre en droite ligne véritablement avec ce que vous avez mis, la sainteté, c'est-à-dire qu'il y a un calme quelque part. Il y a un président qui est allé pour l'inauguration d'un salon de l'agriculture et puis il y a un activiste qui l'interpelle et qui dit qu'il est passé par la Méditerranée et qu'il est arrivé du côté de la France et qu'il y a un génocide du côté du Cameroun. Il faut donc interroger la posture même de l'activiste parce que certes on peut dire que quand il fait comme ça il met sur la sellette ce qui se passe au Cameroun au niveau international, mais il y a que lui-même il se place en posture d'assujetti. Voilà, c'est-à-dire qu'il pense que intérieurement et que même extérieurement le Cameroun ne peut rien faire et que comme c'est la France qui est la mère patrie et que si on touche Macron et Macron va finalement agir et Macron a joué le jeu, voilà, parce qu'il faut voir que Macron a joué le jeu en disant tout ce qu'il a dit au salon de l'agriculture et puis il y a eu la réaction maintenant du côté de Yaoundé. On a vu des jeunes qui sont descendus dans la rue pour marcher
même si on dit que d'autres ont pris les 1500, les 5000. Le problème, c'est qu'ils ont quand même marché du côté de Yaoundé pour exprimer un mécontentement. Pour quand même dire que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France de manière officielle, sauf que officieusement, voilà. Sauf qu'on va y arriver tout à l'heure pour tirer les leçons, hein, sauf que officieusement, quand même, avec des actions pareilles, le Cameroun devait réagir. On ne serait pas limité seulement à une sortie, par exemple, du ministre de la Communication ou alors le secrétaire général, la présidente de la République, qui dans la hiérarchie, dans la nomenclature diplomatique, ne représente quasiment pas. On sera attendu quand même que le président de la République convoqua l'ambassadeur de France pour qu'il vienne quand même s'expliquer. Maintenant, il y a un changement de temps. Ça montre quand même que après ça, il y a eu des soubresauts. Voilà. Il peut y avoir eu des tractations et que, parce qu'il y a même la classe politique française qui à un moment donné a quand même critiqué la méthode de Macron. Voilà. Mais il y a tout cela. Le temps est maintenant véritablement à l'apaisement. C'est la suite qui va nous dire que c'est la suite qui nous dira véritablement. Merci Armand Rodolphe Njalleux, Guillaume Kouan. Des sujets que Emmanuel Macron avait faisant entendre lors de sa réponse à l'activiste camerounais qu'il avait eu à aborder avec le président camerounais, mais non pas sur la forme d'une négociation ou d'une conversation d'égal à égal, de président à président, mais il aurait eu des moyens de pression sur le président pour libérer ses prisonniers politiques au lendemain du grand dialogue national. Il faut, on avait les images tout à l'heure de ces manifestations qui se sont faites notamment devant l'ambassade de France au Cameroun pour tout de suite condamner les propos insultants pour les populations camerounaises à l'endroit de leur président et à l'endroit de la nation camerounaise tout entière, parce qu'il faut dire et le préciser, beaucoup le savent, ils ont vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron avait tout simplement appelé Paul Biya, Monsieur Biya, et non pas le président Paul Biya. Merci de votre interpellation. Cela va sans dire que les propos de M. Macron, du président Macron, au sujet de ce sujet qui fait polémique, eh bien, cela a fustigé tout le monde, tous les Camerounais authentiques se sont sentis frustrés et personnellement interpellés. Et donc, je pense pour ma part que, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière émission, que la souveraineté du Cameroun, l'indépendance qui a été proclamée, avait été, et nous le savons, vidée de toute sa substance par des accords de coopération qui permettent à M. Macron de parler sur un certain ton au chef d'État africain sans qu'il y ait un véritable tremblement de terre de façon officielle. Cependant, la jeunesse camerounaise, qui elle sait que le Cameroun est indépendant depuis le 1er janvier 1960, encore que cette date est discutable, elle sait que ce genre d'interpellation de leur chef d'État n'est pas acceptable, et donc on peut comprendre leur attitude et leurs agitations seulement. Ce que je ne comprends pas moi, c'est que les politiques camerounais qui sont au courant de la réalité des accords qu'il y a entre les deux États ne commentent pas les véritables mécanismes qui permettent au chef d'État français de parler au président Biya. Et on les voit dans les médias à longueur de journée, et ils parlent des questions superficielles et personne n'aborde la réalité des indépendances de nos États. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes malheureux de constater la façon avec laquelle un chef d'État étranger interpelle nos dirigeants, et on ne comprend pas pourquoi, lorsque la jeunesse camerounaise se lève pour demander justice, demander que la dignité soit restaurée, eh bien, souvent, c'est encore les officiels camerounais qui s'opposent à toute manifestation contre la France. Alors, j'ai parcouru rapidement ce matin, disons, le document qu'a pondu l'Élysée. Oui. Bon, bien sûr, on s'y attendait. Le président Macron a dit qu'il avait promis qu'il devait appeler son homologue, et donc il fallait que cela se fasse, au moins pour la forme, parce que sur les médias, j'ai vu sur les médias que le président Biya avait refusé de parler à Macron, et donc il était question que officiellement l'Élysée se prononce, mais moi je pense que c'est encore une fois de la diversion, parce que les vrais
problèmes qui concernent le Cameroun et la France sont des questions de ressources naturelles, des questions économiques, des questions d'intérêt. Et donc, franchement, on devrait les mettre également sur la table parce que tout le reste n'est que diversion. Et cette question d'intérêt, vous nous disiez en offre qu'il fallait absolument qu'on aborde cet aspect dans le cadre de cette émission. Un élément historique pour répondre aux ennemis du Cameroun et de l'Afrique qui rappelle la question, le paradigme du loup dans la bergerie. De quoi est-il exactement question, M. Kwang? Eh bien, vous savez, le Cameroun, avant même les indépendances, l'histoire du Cameroun, il suffit de se rappeler l'histoire. Nous savons que les vrais indépendantistes camerounais ont été combattus et ont été assassinés. Et donc, c'est la France qui a été à l'origine de ces massacres au Cameroun. Et ces dossiers n'ont jamais été portés sur la table. Et donc, aujourd'hui, on voit un chef d'État français qui interpelle son homologue camerounais, qui est en fait chef d'État d'un pays indépendant, soi-disant, pour lui faire des reproches sur les massacres qui seraient perpétrés sur son territoire. Alors qu'il y a une guerre qui a existé au Cameroun, qui est restée cachée et qui se poursuit aujourd'hui sous une autre forme. Cette guerre-là n'a jamais été élucidée, n'a jamais été évoquée sous la question du secret d'État. On ne comprend pas comment cette politique de 2 poids 2 mesures peut perdurer. Et donc, moi, je pense qu'à M. Macron, personnellement, je répondrais, par rapport à son interpellation du chef d'État camerounais, que la France, quand est-ce que la France va ouvrir ses archives pour qu'on puisse voir exactement ce qui s'est passé au Cameroun lors de la lutte disons d'indépendance, où on a assassiné des centaines de milliers de Camerounais, et cela est resté une boîte noire jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait ce qui s'est passé. Enfin, nous le savons, mais la France ne veut pas qu'on en parle. Moi, je pense que si on ouvrait ces débats-là et que toute la jeunesse camerounaise, si elle était informée de cette réalité, les chefs d'État français et autres, je pense qu'ils mettraient de l'eau dans leur vin lorsqu'ils s'adresseraient à leur chef d'État, disons au chef d'État africain. Oui. Voilà. Merci encore, Monsieur Guillaume Kwang. On vous retrouve dans quelques instants. Rodolphe Amandjalou, avant de prendre les premiers téléspectateurs au téléphone. On revient sur cet accord, cet échange téléphonique entre le président camerounais, Paul Biya, et le président français, Emmanuel Macron. Une enquête impartiale sur laquelle tombent d'accord les deux présidents. C'était déjà la volonté, cela avait déjà été instruit par le président camerounais, une enquête à la suite également. Ensuite, s'en est suivi une demande des Nations Unies qui suggérait bien sûr à l'État du Cameroun d'ouvrir une enquête impartiale pour que les responsabilités sur ce massacre soient attribuées et que les responsables soient punis devant la justice camerounaise. Et puis, il y a eu ce rapport de Human Rights Watch sur ce massacre qui a également fait la une de l'actualité au Cameroun, notamment le doigt pointé sur les militaires camerounais qui seraient, selon l'organisation non gouvernementale, responsable de cette tuerie de 21 civils dans ce village de la région du nord-ouest du Cameroun. On s'est rendu compte que 2 jours après, à la suite de la sortie gouvernementale, celle du ministre de la Communication, Emmanuel René Sadi, le rapport d'enquête, j'ai envie de dire, de Human Rights Watch a été retiré du site officiel de l'organisation non gouvernementale. Oui, ils ont modifié. Oui. Voilà, ils ont d'abord modifié. Après, ils ont totalement retiré le rapport. Sur le site internet, ça montre quand même qu'il y a en guise sur rouge, comme on dit trivalement, de manière courante. Voilà, pourquoi publier un rapport, pourquoi modifier et ensuite retirer totalement le rapport du site. À ce niveau-là, les Camerounais doivent véritablement s'interroger. Toujours est-il qu'il y a certes eu des exactions sur terrain, des exactions, oui, parce que l'armée est dans une position où parfois il faille ces actions-là peut-être pour que la paix revienne. Maintenant, il ne faille pas seulement qu'on reste calé sur ces actions pour davantage criminaliser. Il faut
puisse trouver des moyens, comment aider l'armée, comment aider la population civile qui est là, véritablement sortie du gouffre, à collaborer à sortir du gouffre, parce qu'ils sont aussi dans ce qu'on appelle le gouffre des sécessionnistes. Voilà. J'ai vu dernièrement comment on brûlait une voiture d'une agence de voyage. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation où ils coopèrent avec l'armée et les sécessionnistes, une fois quand une patrouille de l'armée ne va pas passer par là, doivent revenir demander les comptes. Et ce n'est pas qu'on légitime ce qui se passe dans cette partie du Cameroun, au nord-ouest et du sud-ouest. Quand vous regardez quand même dans toutes les situations de guerre, il y a des exactions. Voilà, vous avez vu ce que l'armée française a par exemple fait du côté de la République centrafricaine. Maintenant, on n'est pas là pour faire comparaison, on n'est pas raison, comme disait Etienne. Ce qui nous intéresse au Cameroun, c'est qu'on puisse trouver des méthodes propres à nous, c'est-à-dire des méthodes de dialogue. Comment est-ce que la population peut aider l'armée camerounaise à mettre fin, par exemple, à ces différents groupes terroristes? Comment est-ce que le gouvernement de Yaoundé, voilà, peut laisser les discours institutionnels pour peut-être, comment on dit, infiltrer ces différents groupes sécessionnistes? Comment est-ce que le gouvernement de Yaoundé peut aussi baisser son orgueil pour encore rediscuter avec ces différents groupes sécessionnistes? Parce que sur le terrain, ce sont les populations qui en pâtissent. Vous avez vu comment, et quand les populations en pâtissent, vous avez les prédateurs, comme la France, comme les États-Unis, qui viennent là pour profiter, pour véritablement faire le chantage. La faute d'abord, parce que quand il y a une situation pareille, moi je n'accuse pas forcément la France et les Français. Il faut d'abord accuser le Camerounais qui pense que c'est le Français qui va le libérer. C'est-à-dire qu'il explique son parcours, qu'il est quitté de chez lui à 8 heures, ainsi de suite, pour aller interpeller un président étranger dans ce qu'on appelle généralement chez nous au Cameroun comice agro-pastoral. Ça veut dire que lui pense que sa solution ne vient que de ce président-là. Vous voyez que mentalement, d'abord, il a assujetti. Et comme il a assujetti, vous avez vu que la réaction du président a fait en sorte que tous les Camerounais qui n'aiment pas Opoubouya, qui n'aiment pas, c'est le président de la République des Camerounais. Quand un président français parle comme ça, non seulement ça rabaisse tous les Camerounais, qu'on soit de tel bord politique ou de tel bord politique, ça montre encore qu'on est dans ce qu'on appelle véritablement au quartier l'esclavage. Et le propos de Macron, même s'il revient après pour se dire qu'apaiser, ce qu'il a dit a déjà été dit. Et le moment dit a été véritablement bien choisi pour ridiculiser tout un peuple camerounais. Maintenant, la solution, c'est que quoi? C'est qu'il ne faut pas passer le temps à pleurnicher. Parce qu'on parle le temps à pleurnicher, quand on regarde la configuration de l'armée camerounaise, du caleçon jusqu'à la tête, ce sont les Français, les autres qui habillent l'armée camerounaise. Il faut repenser ce qu'on a appelé aujourd'hui, repenser véritablement le concept de Camerounais. C'est un Camerounais. Il faut repenser comment est le choix de nos leaders. Voilà. Il faut repenser le système de gouvernance. Il faut repenser la manière éducative. Comment éduquer? Parce qu'on ne peut pas voir un gars qui dit qu'il a traversé la Méditerranée ou d'aller se chercher, tricher ce qui se passe ailleurs pour développer dans son pays. Il part poursuivre les présidents français, poursuivre les présidents dans des salons pour demander que c'est le président qui vient libérer son pays et que le président lui dise que non, il a déjà véritablement mis la pression. Vous voyez que c'est problématique. Et son objectif d'aller là-bas, c'était pour faire quoi? Parce qu'il faut d'abord, il est quitté du Cameroun pour aller en France pour faire quoi? C'était pour rester sur le joug de la France, ou c'était aller pour copier ce qui se passe en France pour venir implémenter véritablement dans son pays? Voilà, il faut donc interroger. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas beaucoup évolué parce que vous avez une caste de gens qui sont quittés pendant la colonisation pour aller étudier l'économie des Blancs là-bas, la science politique des Blancs, le droit des Blancs. Ils viennent ici placard, ils ne tiennent pas compte qu'il y a une réalité économique africaine, qui n'est pas la récitation, qu'ils ont bûché ailleurs, ainsi de suite. Et du coup, ça cause un problème de gouvernance. Ça fait en sorte que les Camerounais et les Africains sont déconnectés de ce qu'on appelle véritablement de leur réalité quotidienne. Pourquoi est-ce que ça marche avec les Chinois? Parce qu'ils vont là-bas, là, ils s'humilient, ils font des choses, et ils reviennent, copient chez eux, et puis ça marche trivialement. On a encore là à réciter des théories économiques, des théories politiques, sans tenir compte que l'Afrique peut avoir un passé politique qui n'est pas forcément une démocratie. L'Afrique peut avoir un passé de gouvernance qui n'est pas forcément ce que vous appelez aujourd'hui les systèmes d'alternance, ainsi de suite là. Donc il faut donc repenser. Pour ça, il faut des Camerounais nouveaux, il faut des Africains nouveaux qui doivent savoir qu'on part chez l'autre, non pas pour rester assujetti, mais pour copier ce qui se passe là-bas et pour venir véritablement améliorer chez nous. Dans un moment, il faut cesser à un moment d'accuser les Blancs, réinterroger même la qualité de nos compatriotes qui sont là-bas. Parce que près de 60 ans après les indépendances, nous sommes en 2020.
Parce qu'en 2010, on célébrait le cinquantenaire des indépendances. Voilà, nous sommes en 2020 et on a toujours le même discours. Et on ne réinterroge pas la qualité de l'élite africaine. Si on a encore le même discours et qu'on reste assujetti pour penser que c'est Macron qui va venir nous libérer, en ce moment-là, ça devient véritable. D'accord. Merci à vous, Armand Diallo. On vous retrouve également dans quelques instants. On va accueillir nos téléspectateurs qui nous retrouvent en direct au téléphone. On prend cet appelant qui se positionne déjà. Allô, bonsoir. D'accord. Bon, bonsoir, Manuela. Bonsoir, Victoire. Bonsoir, vos invités. Madame Yao de la Côte d'Ivoire. Je salue le standard. Mais, Madame Zimala, mais Macron, le jeune président français, Macron, mais c'est de lui-même c'est lui qui est ridicule. Il a voulu ridiculiser l'Afrique. Il a voulu humilier l'Afrique en tenant ce genre de propos. Mais en réalité, c'est lui-même qui est humilié. Parce qu'un président qui se met devant un individu et puis qui tient ce genre de propos, mais c'est lui, Macron même, il a montré aux yeux du monde qu'il n'est pas mature. Il ne mérite même pas d'être le président de la France. Vous comprenez? Et moi, vous savez, ce qui arrive aux Africains, c'est toujours les Africains qui sont à la base. C'est nous-mêmes les Africains qui sommes à la base. Comment un individu s'élève et puis il va pleurer devant Macron, oui, je suis passé par la mer, oui, et puis, mais ça fait honte à la fin. Ça fait honte. Mais tant que les Africains ne vont pas comprendre et que notre avenir ne dépend pas de Macron et de la France et des Occidentaux, mais on se fait pas en retard. Regardez, moi j'ai peur, hein. Moi j'ai très peur. Stéphane Kimou, un grand nationaliste patriote qui venait sur le plateau d'Afrique Média, que nous on admirait beaucoup. Mais dès qu'il a traversé l'eau, il est devenu un rebelle. Il est devenu le porte-parole des rebelles. Hein? Stéphane Kimou, il donne de ses raisonnements bizarres. Aujourd'hui, le porte-parole des rebelles de Bamenda. Mais c'est trop grave. Qu'est-ce que les Africains ont mangé? Regardez, comment il s'appelle, le monsieur qui vient sur les plateaux, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui est parti maintenant, qui a rejoint maintenant Kamto. Un grand opposant. Regardez aujourd'hui, lui aussi il est devenu un rebelle. Hein? Il a des propos de rebelle. Celui-là, il soutient ce qui se passe à Bamenda là-bas. Le parti de Kamto. Kamto, c'est la branche militaire qui se passe actuellement à Bamenda là-bas. Vous comprenez? Kamto, c'est la branche armée de Kamto actuellement qui se passe avec la complicité des Occidentaux pour déstabiliser le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. Kamto a tendu un piège au président Paul Biya. Kamto savait très bien qu'il n'allait pas gagner les élections. Mais on lui a dit, il faut copier le schéma ivoirien. Copie le schéma, vas-y seulement. Allez, Kamto, vas-y. Nous savons très bien que tout est verrouillé, tu ne vas pas pouvoir gagner, mais il suffit de participer. Et puis, dès que les résultats ne sont pas prononcés, allez, tu te prononces, tu dis que tu as gagné, nous, on va te soutenir. Et puis, on va déstabiliser et tu vas devenir le président. Parce que c'est toi qui nous avons recolonisé le Cameroun avec toi. Donc, toi, tu es notre homme de main. Nous allons tout faire pour que tu sois au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et quand j'ai fini de parler de mes frères africains qui n'ont encore rien compris, même les soi-disant intellectuels qui manipulent le bas peuple, les Kamto et Stéphane Kimou et autres. Stéphane Kimou aujourd'hui il est devenu porte-parole des rebelles. Maintenant je parle à Macron. Lui Macron il dit fièrement qu'il a mis la pression sur le président Paul Biya pour libérer Kamto. Non seulement il s'ingère dans la justice camerounaise, ce qui est grave, mais lui, Macron, d'abord qu'il a fait enfermer à la CPI, qui a été acquitté devant le monde entier. Et on empêche qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne met pas la pression sur le président ivoirien pour lui dire non? Ce monsieur-là, nous l'avons tous acquitté, nous l'avons tous accusé, nous l'avons tous diabolisé. Il a passé des années à la CPI, il a été acquitté aux yeux du monde. Et puis ce ne sont même pas les juges noirs qui l'ont acquitté, c'est un juge italien blanc qui l'a acquitté. Il n'a rien fait. Nous-mêmes, on savait très bien qu'il n'avait rien fait. Mais comme on veut piller son pays, on l'a jeté là-bas avec la complicité de Soro-Diop. Et on l'a jeté là-bas. Les blancs, les juges de la CPI ont démontré qu'il n'a rien fait, il a quitté, laisse-le rentrer dans son pays. Pourquoi lui, Macron qui est là, il ne met pas la pression sur Ouattara pour que le président Gbagbo qui a été acquitté rentre dans son pays? Et puis Kamto, qu'on a enfermé, on n'a même pas encore jugé, met la pression pour qu'on le libère. Merci. Mais tout ça là, ce sont les Afriques, les Kouniers et les Kimou qui est devenu un rebelle, porte-parole des rebelles. C'est ceux-là qui font que c'est ceux-là se foutent
de nous. Bonne soirée. Merci Madame Yao pour cette participation. On va éviter de citer les noms des personnes qui ne sont pas présentes ici sur ce plateau pour ne pas créer d'amalgame sur le sujet d'actualité que nous abordons ce soir dans le cadre de cette émission. On reste au téléphone. On accueille le pasteur Soa depuis le Ghana. Pasteur Soa, bonsoir. Merci. Victoire, bonsoir, Victoire Mala, que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Je salue les deux invités que je ne maîtrise pas vraiment les noms, au risque de conseiller les noms. Je voudrais saluer, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je pense que vous êtes les bienvenus sur le plateau. Je voudrais saluer aussi les standardistes, Honoré, Sango et Andrière. Vous qui êtes au standard, grâce à vous, et vous passez les choses et nous intervenons. Victor Dumala, je viens également sur le sujet Cameroun, Emmanuel Macron calme le jeu avec Paul Biya. C'est ce que j'ai dit autrefois, qu'en relation diplomatique et en relation en usage diplomatique, c'est ce qu'on appelle l'incident diplomatique et c'est ce que Macron a fait. Alors, aujourd'hui, si il comprend que la diplomatie, c'est ce qui concerne les relations entre les États, c'est-à-dire d'avoir là des négociations entre gouvernements politiques avec respect et le respect mutuel pour éviter une ingérence politique et qui pourra même amener les gens à autre chose. Donc, il faut qu'on ait en nous ce qu'on appelle le quotidien, du savoir-vivre et puis éviter également beaucoup de choses. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi cette vie en milieu diplomatique et politique. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Quand il calme le jeu, c'est bien. Mais il s'est ridiculisé. Paul Biya n'est pas son enfant, Paul Biya, c'est son grand-père. Donc, dans les relations, il ne devait pas s'arrêter là et parler d'un État. Dans les relations, on dit quoi? Les relations, c'est d'harmoniser les rapports entre le public, entre les États. Mais lui, il n'a pas étudié la diplomatie. Il n'a pas étudié ça en tant que chef d'État. Mais tu ne peux pas t'arrêter comme ça et parler d'un pays. Et parce que le jeune t'a dit que ouais, il y a génétique, ça, si toi aussi tu parles, Paul Biya, j'ai mis présent sur lui. Donc, les Camerounais, la pression qu'ils ont mis, et puis les sortis avec Afrique Média, nous saluons ça. Donc, Emmanuel Macron a droit à demander pardon à Paul Biya, parce que Paul Biya avait le droit de pouvoir rompre les relations diplomatiques avec la France. Parce que c'est une guerre qu'Emmanuel Macron avait également engagée avec le Cameroun. Donc, c'est ça. Donc, nous lui demandons de demander pardon public au peuple camerounais et à l'ambassadeur qui est également au Cameroun, qui représente également le Cameroun en France. C'est clair. Si ce n'est pas ça, nous, chaque fois que nous allons appeler, nous allons également attaquer, nous allons limer sur également ces choses. Si on voit que ce n'est pas clair dans certaines choses. Donc, voilà, ce que je voulais dire, que nous saluons ça et que nous soutenons tout Paul Biya et que Paul Biya, il est soutenu parce que c'est un doyen et ce qu'il a fait, le monsieur, on a fait tout faire et le monsieur, ça veut dire tout faire pour apporter la stabilité du Nord, où est tout ça. Donc, lui, Macron, en tant que chef d'État, il doit tout faire pour qu'il y ait l'affaire au Cameroun. Maintenant, il se comporte comme ça qu'il a parti pris, on voit qu'il y a que c'est eux qui sont fait détruire le Cameroun. Donc, le peuple camerounais doit avoir les yeux ouverts et ne pas regarder Kamto, parce que Kamto, il est déjà payé, il est déjà vendu, c'est quelqu'un, il ne sait pas où il va. Donc, les vrais Camerounais doivent comprendre que non, ce qui est en train de se dérouler là-bas, ce n'est pas normal, parce que Kamto, c'est à la centre Ouattara, en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous, Pasteur Soa, pour cette participation. On reste au standard. On a des téléspectateurs qui se bousculent au standard pour participer à cette édition d'Appel sur le continent. Allô, bonsoir. Qui nous retrouve en direct? Allô, bonsoir. Bonsoir à vous, madame, et bonsoir à tout le panel. Allô? Oui, voilà. Écoutez, madame, moi je voudrais intervenir par rapport à ce que le président Macron a dit à l'envoi du président Paul Biya. Moi, j'ai l'impression que les gens fuient le réel débat. Le débat réel ici, c'est quoi?
c'est que Macron a dit qu'il a mis la pression à Paul Biya, ou alors c'est vrai qu'il a mis la pression à Paul Biya. Alors, moi je crois qu'il faut que les gens fassent très attention. Paul Biya lui-même, dans les années, pendant que François Mitterrand, je crois, était encore président, il a dit à Mondo Vision qu'il était le meilleur élève de la France. Et c'est pas aujourd'hui qu'on sait que la France met la pression sur les pays de l'Afrique francophone. C'est pas aujourd'hui qu'on le sait. Alors, Emmanuel Macron a juste été... Vous savez, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, je l'apprécie bien, parce que c'est quelqu'un qui est amour. C'est quelqu'un qui a un cœur. Donc, il dit ce qu'il pense. Je crois que c'est pour ça que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Donc, il a dit qu'il a mis la pression à Paul Biya. Alors, est-ce vrai qu'il a mis la pression à Paul Biya ou bien c'est pas vrai? C'est ça la question. Alors, si c'est vrai qu'il a mis la pression à Paul Biya et que Paul Biya a libéré Kamto, alors, ça veut dire que le débat n'est plus au niveau de là où il a mis la pression à Paul Biya. Il n'a fait que dire la vérité. Paul Biya lui-même avait dit qu'il est le meilleur élève, n'est-ce pas, de la France, et il avait dit en Mondo Vision. Et moi, je suis Camerounais, et toutes les activités qu'il a menées depuis 38 ans aujourd'hui, toutes ses relations avec la France portent à croire, n'est-ce pas, qu'il est sous une pression française. Souvenez-vous qu'il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, Paul Biya a signé les accords de partenariat économique avec la France, et c'était sous la pression française. Il était le premier pays en Afrique francophone à le faire. Alors, il a signé, si vous entrez dans les tenants et les aboutissants de ces accords. Voilà, merci à vous Gilbert pour cette participation. On accueille Patrick Kwangeng depuis l'Allemagne. Patrick Kwangeng, bonsoir. Patrick Kwangeng, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonsoir standardiste et technicien Sébastien de Femme et bien sûr du courage à vous là-bas et bien sûr un bonsoir à tous les panélistes. Je tiens déjà, comme ça, dans mes propos liminaires, à dire que lorsque vous écouterez quelqu'un dire que les autres n'ont rien compris, je dis bien rien compris, déclarer cela, c'est que cette personne-là n'a plus d'argument. C'est malheureux parce que déclarer de manière péremptoire que des gens n'ont rien compris, ça suppose que forcément on n'a plus rien à proposer. Donc, ma chère sœur, le panéliste sur le terrain, sur le plateau, a dénoncé certaines choses. Et je crois qu'il sait très bien que c'est parce que le régime en place pendant des décennies n'a passé du temps qu'à éviter d'éduquer les masses jeunes. Éduquer au patriotisme, éduquer au civisme et faire des jeunes des citoyens burkinabés comme Thomas Sankara l'avait fait. Ce régime n'était pas programmé pour cela et M. Biya n'était pas programmé pour cela. Ce n'était pas leur job. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui sont que les conséquences de l'abandon de la jeunesse pendant des décennies. Parce que cet activiste-là de la base, M. Calibri Calibro, il a utilisé les armes qu'il avait. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui lit de la géopolitique forcément, c'est un activiste, il est sur le terrain pour dénoncer. Donc, chacun a sa place, et il a fait avec les armes qu'il avait. Donc, moi, je dis simplement que, ma chère sœur, c'est grave parce que en géopolitique, il y a ce qu'on appelle le phénomène de puissance. Certains ont la force, et quand cette force n'est pas en mouvement, il n'y a pas de puissance. La France a la puissance parce qu'elle met sa force en mouvement. Monsieur Macron a dit qu'il appellera le président Biya et il l'a fait. Donc, ça c'est de la puissance. Donc, je ne vais pas rester sur la décoration. Enfin, les gens aiment bien s'accrocher sur du superficiel, disant que c'est monsieur Biya est l'aîné. L'occidental ne voit pas ces choses-là comme ça. Il faut que les gens apprennent cela et vous n'allez pas leur changer cette manière de voir. C'est impossible. Et Macron a un style de gouvernance qui est à des années-lumière de ses prédécesseurs, du moins au niveau déjà de Jacques Chirac. C'est pas la même chose. Il va droit au but. C'est sa manière de faire, mais que faisons-nous à l'intérieur? C'est ça la grande question. Que faisons-nous pour contrecarrer cela? Parce que le Cameroun n'est malheureusement pas un État souverain. Quand on a un État souverain, les communiqués de 8 pages faits par l'État camerounais, qui se sont concentrés seulement sur M. Calibri Calibro, devraient normalement se concentrer sur la France et sur Macron. Preuve simplement qu'il n'y a pas de souveraineté. On ne va pas aller faire les mathématiques pour cela. Et en plus, vraiment, moi, je dis simplement que on ne sortira pas de ce guépier-là, de la guerre qui est déjà chez nous, sans qu'il n'y ait
un rassemblement autour d'une table de tous les enfants du Cameroun. Et cela ne peut que venir par l'initiative du chef de l'État et de son gouvernement. Un parti politique d'opposition ne peut pas le faire. Parce que ce chef qui a la signature la puissance, ça peut que venir de là. C'est seulement dans ce cas-là qu'on pourra se prémunir de l'adversité farouche de la prédation. Et il faudra intégrer même ceux en armes. Donc, pour sortir, je dirais simplement ceci. À tous nos frères ivoiriens, je leur enverrai un message. Parce que certains ont tendance à tirer dans tous les sens. Je leur dirais simplement que un groupe de Camerounais a empêché, et je les salue, que M. Biya aille dépenser des tonnes de milliards en Suisse pour se soigner alors qu'il a les hôpitaux chez lui, au lieu de moderniser ces hôpitaux-là. Aujourd'hui, cet argent est dépensé d'une manière ou d'une autre au Cameroun. Que les Ivoiriens prennent un peu au moins de cet exemple-là et empêchent Ouattara d'aller même dormir en France chaque jour avec l'argent des Ivoiriens. Au lieu qu'on s'accroche sur des superficiels, que l'âge de tel a fait l'âge de l'autre et tout ça, c'est de superficiel. Nous, les acteurs, devons nous reposer sur l'essentiel du combat. C'est de bouger les lignes. Les jeunes Camerounais ici ont pu bouger les lignes. Il n'y a plus de dépenses. Merci à vous, Patrick. Votre message est passé ce soir. On accueille Margot qui nous retrouve depuis le Cameroun. Margot, bonsoir. Bonsoir à vous, Afrique Média. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à vous, Madame Dimala, et bonsoir spécial aux braves standardistes qui travaillent pour nous permettre de communiquer. Bonsoir également à Monsieur Guillaume Kouam et à Monsieur Rudolph Ndjale. Vous savez, Afrique Média, vous êtes un don de nos ancêtres parce que grâce au débat que vous organisez, vous nous permettez au moins de connaître ce qui se passe sur le continent et particulièrement au Cameroun en ce moment. Madame Dimala, moi j'ai souvent dit sur vos plateaux que l'occidental a étudié la sociologie africaine et ils savent sur quel bouton appuyer pour que nous puissions nous mettre à danser. Vous savez, vous voyez un peu. Macron, en disant ce qu'il a dit au sujet du président Paul Biya, c'était pour tester la sensibilité des Camerounais. Et la réponse a été apportée. Parce que nous sommes vraiment arrêtés sur le fait que il a parlé de la pression qu'il aurait mis au président Paul Biya. Mais nous avons oublié la phrase qui suivait. Ça s'est passé aussi comme ça avec le président Kabila. J'ai mis la pression pour amener la démocratie avec la collaboration de certains présidents africains. Vous voyez, mais nous sommes arrêtés sur ce qu'il a dit au sujet du président Paul Biya parce que nous sommes africains. Et beaucoup des médias du Cameroun n'ont pas pu relayer, autant pour moi, la démonstration qu'ont fait tous les jeunes dans les 10 régions du Cameroun, Madame Dimala. Parce que ils ont passé le temps à montrer, les chaînes qui ont passé le temps à montrer, l'ont fait sur cliché. Allez vérifier. Donc, je dirais ici, Madame Dimala, que moi, je suis même contre le fait que le président Paul Biya ait même encore pris le téléphone de ce monsieur parce que le Cameroun n'a rien à recevoir de la France. Du moins, les pays africains n'ont rien à recevoir de la France. La France joue encore à la résistance, mais nous savons bel et bien que cette France-là ne vaut plus grande chose. Nos frères africains qui sont de ce côté-là et qui se permettent de dire du n'importe quoi à d'autres ou alors à faire du n'importe quoi. Vous avez vu la réaction des autorités françaises vis-à-vis des populations, des citoyens congolais, de ce qui s'est passé. Mais lorsqu'on a cassé nos ambassades, nous avons demandé que justice soit faite. Ils sont restés lettres mortes. Donc, quand ces gens-ci veulent vous agacer, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont fermer les yeux sur ce qui se passe et ouvrir les yeux sur ce qu'ils ne doivent pas voir. Donc, tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment, avec le rapport dont vous avez fait allusion dans vos propos liminaires, Madame Dimala, Amnesty International, Human Rights Watch, autant pour moi, croyait mettre en difficulté l'État du Cameroun, mais elle a pris une grosse baffle sur son visage parce que, avec les preuves accablantes que le gouvernement du Cameroun a essayé de brandir, sans toutefois les énumérer toutes, ils se sont vus contraints d'aller retirer ce rapport. Ça fait 4 jours qu'il n'existe plus. Mais comme nous, Africains, nous sommes, lorsqu'on déteste quelqu'un, on voit sa silhouette même partout. Vous allez entendre des gens vous dire que le gouvernement Macron ne peut pas respecter le président Paul Biya parce qu'il est occidental et patati patata. Et alors que si nous allons au fond de ce qui se passe, le Cameroun est simplement attaqué. Il faut que le visage du président Paul Biya disparaisse. Voilà. Tout ce que vous allez faire, l'on dit souvent que quand vous détestez quelqu'un, il danse même dans la rivière, vous allez dire qu'il soulève la poussière. C'est ce qui se passe avec le Cameroun. Donc, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous savons le plan Oudi pour le Cameroun et nous allons défendre ce pays. Nous allons le défendre parce que nous sommes ici. Nous ne sommes pas à des milliers de kilomètres comme certains qui bavardent et parlent et insultent les autres. Non, nous sommes sur le terrain. Nous attendons. Donc, Madame Dimala, je ne monopolise pas la parole. J'ai juste appelé pour apporter cette éclaircie parce qu'il ne faudrait pas que certains pensent qu'ils ont la science.
plus. Merci. Merci à vous, Margot, pour cette analyse. On accueille le dernier téléspectateur. C'est une dame, Madame Pintex, depuis les États-Unis. Madame Pintex, bonsoir. Bonsoir, Madame Dimala. Bonsoir, le panel. Je dis bonsoir au PDG d'Afrique Média, je l'embrasse. Bonsoir au président Banakeni que j'adore. Macron qui aime. Je dis bonsoir aussi à M. Daniel et Bouba. Moi, je voudrais dire que quand le président Biya dit qu'il est le meilleur élève, c'est-à-dire que le scénariste Olympio, Saddam Hussein, Kadhafi, Sankara, tout ça, le président Biya était là, il a tout vu. Donc c'est lui le meilleur élève. Il sait, il connaît le comportement de ces occidentaux, il connaît, il sait comment faire. Donc c'est cela qu'il dit qu'il est le meilleur élève. C'est devant lui qu'il doit fasciner tous ces hommes-là. Je vous dis que tout est réuni pour détruire, pour déstabiliser l'Afrique. Tout est déjà réuni. Même le président Obiangema, qui est en train de tout donner à son peuple, lui aussi, ce pays-là sera déstabilisé. Les gens n'ont rien compris. Mais ce que je ne comprends pas, vous savez, en Afrique, 600 familles, au moins 98% de leur souffrance, ça vient de leur propre famille. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler. Il y a d'autres aussi, les gens sont bloqués. C'est dans leur propre famille. Mais surtout, je ne comprends pas. Le président Biya, lui, ce sont ces ministres qu'il a nommés là qui veulent le tuer. Ce sont ces ministres qui veulent l'empoisonner. C'est-à-dire que ce monsieur-là le dérange. Ce n'est même pas sa famille, ce sont ces ministres. Il faut le dire. La pression que ce monsieur-là, il souffre, la pression occidentale. Donc il faut assassiner, il faut tuer les gens pour l'affaiblir. Et puis il faut affaiblir aussi l'armée. Ça c'est les occidentaux, ça c'est leur plan. C'est comme ça qu'il faut déstabiliser tous les pays. C'est comme ça ils ont menti sur Gbagbo, tuer 9 Français. C'est comme ça eux-mêmes, ils ont pris des avions, rentré dans les trucs interdits, je les arrête. Tout ça, les Africains n'ont rien compris. Tout ce que quand on fait là, moi je sais, quand on fait, ce qu'on est en train de faire, c'est quand on veut déstabiliser le Cameroun. Mais il y a des gens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que si le Cameroun est déstabilisé, tous ces pays, le Tchad, la Guinée, tout ça là. Mais le plan est bien tracé. Hein. Le plan est bien tracé. C'est la révolutionnisation de l'Afrique. Donc, au lieu de se mettre ensemble, pour sauver leur patrie, non, eux préfèrent être derrière les autres. Vraiment, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci PDG, merci le président Biya. C'est grâce à vous qu'il y a des pays même qui ne sont même pas à grand-chose. Merci, je vous embrasse. I love you guys. Bye bye. Merci à vous, Madame Pintex, pour votre participation ce soir à cette édition d'Appel sur le continent. On revient ici sur ce plateau avec nos invités, toujours en compagnie de Rodolphe Armandia, le journaliste et analyste politique, et Guillaume Kouan, ingénieur électricien et analyste politique également. On vous retrouve ici sur ce plateau pour la seconde partie de l'analyse avant de sortir de cette émission. Et on va aborder principalement notre sujet de ce soir. Au vu de cette démarche de Élysée, Guillaume Kouan, je vous retrouve. L'Élysée qui décide d'ailleurs de tempérer le jeu. À votre avis, quelle devrait donc être également la position du gouvernement camerounais et qui, il y a quelques jours, a montré au gouvernement français son mécontentement face à cette déclaration de Emmanuel Macron. Avec cet échange entre les deux présidents, le gouvernement camerounais devrait-il se positionner comment avec la France à présent? Eh bien, remercie de cette question. Eh bien, le rapport, la réaction de notre ministre de la Communication est un rapport formidable. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, c'est un rapport qui a mis en évidence les stratagèmes des vrais ennemis du Cameroun.
ce qu'ils sont en train des gens tapis dans l'ombre, ce qu'ils sont en train d'ourdir comme complot contre le Cameroun, cela a bien été mis en évidence et c'est d'ailleurs pour cela que les auteurs l'ont supprimé, l'ont suspendu de leur site web. Alors, le chef de l'État camerounais n'a bien sûr pas répondu sur le même ton que son homologue, parce qu'il est sûrement plus à l'aise sur ce type de questions. Et donc, je pense que nous, aujourd'hui, qui sommes conscients des vrais enjeux de la situation, ce que le gouvernement camerounais pourrait faire, c'est donc laisser la jeunesse camerounaise qui a compris les vrais enjeux qui se tissent derrière ce que nous sommes en train de voir à travers ces échanges dans les médias, de laisser donc cette jeunesse prendre les choses en main. Comment? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au lendemain des législatives municipales. Il y a des exécutifs communaux qui sont en train de s'installer. Il y a bien sûr une partie du Cameroun où le vote a été reporté. Eh bien, pour les exécutifs communaux qui sont déjà installés, je pense que c'est la majeure partie du territoire camerounais, les Camerounais qui sont conscients des vrais enjeux devraient se concentrer sur cette sur ces enjeux-là, c'est-à-dire que se rapprocher des exécutifs communaux pour apporter des propositions de développement. Je m'explique. Le Cameroun regorge de beaucoup de ressources naturelles. Et c'est en réalité ces ressources naturelles qui attisent, qui activent les opérateurs étrangers à maintenir cette pression sur les gouvernants, parce que ces gouvernants ne sont peut-être pas en train de vouloir les laisser faire comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et donc, si la jeunesse camerounaise et la diaspora qui m'écoute, qui est consciente que la vraie indépendance, elle est plutôt économique, eh bien, moi je pense que c'est l'occasion pour nous de rentrer au Cameroun, pour ceux qui sont à l'étranger, de créer des activités génératrices de revenus, de demander des permis d'exploitation de nos différentes ressources naturelles qui sont dispersées dans toutes les collectivités territoriales décentralisées. Ces ressources naturelles sont à la disposition des Camerounais. Le chef de l'État l'a dit dans plusieurs de ses discours. Il est question que nous nous concentrions sur nos ressources. Ceux qui ont appris des métiers, qu'ils développent des activités génératrices de revenus, et je suis sûr que le gouvernement camerounais va les accompagner et va leur offrir toutes les facilités nécessaires pour relever l'économie. C'est lorsque nous serons maîtres de notre économie par nos propres moyens, par nos propres capitaux, que le colonialisme va de lui-même disparaître. Mais tant que nous importons pratiquement tout, tant que nos entreprises seront financées par les capitaux étrangers, il sera difficile pour nous de réclamer une quelconque souveraineté. Donc, moi je pense que le chef de l'État, le gouvernement du Cameroun, en réponse à tous ces stratagèmes qui se déploient sous nos yeux, devrait immédiatement multiplier des actions de promotion, de développement par les investissements capitaux nationaux et en interpellant notamment la diaspora qui est dispersée partout dans le monde. Tout à fait. On vous retrouve dans quelques instants. Guillaume prend pour une dernière analyse. Rodolphe Armand Diallo, vous qui avez évoqué tout à l'heure la question du grand dialogue national, parler peut-être d'une concertation. Il y a beaucoup d'organismes internationaux et même des puissances internationales, les États-Unis et la Grande-Bretagne qui avaient proposé également au Cameroun cette fois de refaire un nouveau dialogue. L'Union européenne également avait en parlé, mais cette fois un dialogue direct, c'est-à-dire que
que la partie gouvernementale s'asseye avec ceux qui sont les leaders sécessionnistes qui sont emprisonnés. Vous allez me donner votre avis là tout à l'heure, mais à la suite de ce que disait M. Guillaume Kouan sur la position du gouvernement camerounais, on a vu les sorties promptes du ministère de la Communication et puis du secrétaire général auprès de la présidence de la République. Cela a été d'ailleurs salué par une bonne partie d'observateurs et d'analystes politiques également sur cette question de la souveraineté du Cameroun. Peut-être c'est aussi l'occasion aujourd'hui, après cet échange téléphonique entre les deux présidents camerounais et français, de saluer peut-être l'attitude du patriarche, le président camerounais Paul Biya, face à cette déclaration d'Emmanuel Macron. Malgré qu'il soit président, il a encore beaucoup à apprendre du président Paul Biya. Oui, vous parlez de patriarche. Paul Biya, le président de la République, est un patriarche, parce que je crois, si j'ai bon mémoire, il part déjà à 87 ans. Tout à fait. Voilà, près de 40 ans de pouvoir. 37 ans, 38 ans véritablement par là comme président de la République et près de 20 ans également dans l'administration Macron qui dure à 40 ans d'âge, peut-être 3 à 2 ans et demi de présence véritablement par là. Je vais rappeler quand même aux téléspectateurs qui parlaient du côté de l'Allemagne qu'on ne peut pas aller à la mondialisation sans être authentique. Parce que quand il est en Allemagne, chez les Européens, et il nous dit que là-bas chez eux, ils ne savent pas que tel est le grand frère, que l'autre est le petit frère qui ne comprend. Ça, c'est chez eux. Voilà. Où il faut garder votre authenticité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller ailleurs sans avoir ce que vous offrez à la mondialisation. Je crois qu'à ce niveau-là, on doit être d'accord. Il faut une authenticité. C'est pour ça que des fois, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, par exemple, du côté de Yaoundé. Macron a parlé 4 minutes. Vous avez vu que le ministre de la Communication est resté dans les usages trop institutionnels, quoi. Qui endort les gens pour écrire 10 pages, ainsi de suite, pour répondre, idem. Vous avez vu ce que le communiqué de l'Élysée, quelques mots, et puis ça suffit. Le président de la République, Paul Biya, aurait tweeté soit sur Twitter, soit sur Facebook, et que cela aurait clos le débat. Voilà. C'est-à-dire que action-réaction. Il a utilisé quel canal? C'était un direct sur Facebook. Tu utilises le même canal à Facebook pour répondre et puis on est passé véritablement à autre chose. On n'a pas besoin de rester dans ce canal institutionnel qui nous paie le temps et qui fait on mange l'argent du contribuable et qui véritablement on ne bouge pas. Voilà, parce que c'est justement cette inertie-là qui nous a véritablement tué, qui a tué le Cameroun. Voilà, et il faut dénoncer cela. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il faut. Ça, c'était ça, c'est les chaînes de l'indépendance qu'on a gardé. C'est-à-dire où un ministre a des costumes venus d'ailleurs et puis ça soit devant les gens, il parle ainsi de suite. Ça, c'est des choses venues d'ailleurs. On a besoin de nouveautés. C'est-à-dire qu'un président qui a parlé 4 minutes, et lui-même, il utilise le même canal, fait il tweet peut-être même 2-3 minutes, et puis le débat véritablement est clos. Voilà. La renaissance africaine ici, parce que le vrai débat, c'est qu'il ne faille plus qu'à l'avance, les actions pareilles puissent encore véritablement se produire. Les Camerounais doivent comprendre qu'ils ne sont pas encore totalement indépendants. Ça, c'est élémentaire. Parce que s'ils étaient encore véritablement indépendants, un président français ne devait pas se placer dans un salon de l'agriculture pour dire qu'il met la pression sur l'autre. Le Cameroun ne doit plus être ce pays où on pense qu'on a la diplomatie de somnolence, que non, le chef de l'État doit réagir. On a besoin d'un leader, pas d'un dormeur. Un leader, c'est quelqu'un qui engrange la foule. C'est-à-dire que quand il y a un problème pareil, la population jeune doit véritablement adhérer. Et pour ça, on a besoin des présidents qui disent la vérité aux Camerounais. Dire la vérité aux Camerounais, c'est quoi? C'est qu'il y a des pactes qu'on a signés pendant l'indépendance. Ces pactes sont encore là jusqu'aujourd'hui. Quand vous regardez la configuration de l'armée camerounaise, pour ceux qui voient de la gendarmerie à l'armée de terre, ainsi de suite, vous allez voir toujours la tête des Blancs là-bas. C'est ce que, et quand vous voyez les Blancs, ils sont formés, ce sont des Français. Et même s'ils abordent les tenues camerounaises, ça veut dire que c'est des accords coloniaux qui sont là. Conclusion, le Cameroun n'est pas libre. Comment est-ce que les Camerounais qui sont dans l'armée, les soldats s'habillent? Je disais tout à l'heure, de la tête jusqu'au caleçon, c'est des choses venues d'ailleurs. Et c'est un problème. Vous ne pouvez pas être indépendant quand vous ne fabriquez pas les armes, quand vous n'avez pas une armée qui est véritablement compétitive. En ce moment-là, si la France vient vous offrir, comment on regarde là, la France vous offre quelques voitures, ainsi de suite, même jusqu'à l'habillement. Vous n'êtes pas libre. Il faut donc penser à mettre sur pied une armée qui est nationale, qui est compétitive. Il faut penser à comment est-ce que nous fabriquons les armes. Regardez par exemple aujourd'hui comment il y a une crise qu'on appelle le coronavirus. Au niveau des aéroports, on est en train de mettre... Mais on ne convoque pas des chercheurs africains
ni Camerounais pour se mettre là pour dire que comment est-ce que localement nous on peut faire pour reculer ce type de virus. Du coup, c'est un problème. Donc il nous faut des leaders et pas des dormeurs. Le chef de l'État, Paul Biya, il est là, vous l'avez dit, c'est un patriarche. Il a véritablement fait son temps. Le mieux aussi, c'est qu'il doit s'interroger quel est le pays qui veut léguer aux Camerounais. C'est un pays qui doit continuer avec les schèmes de la colonisation. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, de ce qu'on a appelé les élections, ainsi de suite. Ce système français qui a tué le Cameroun. De la décentralisation à la centralisation. Sans la centralisation, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ne devaient jamais prendre véritablement les armes. Vous voyez que c'est un système qui est véritablement caduque. Il faut donc écouter les populations, se réinterroger. Avec le grand dialogue, vous avez vu ce qu'on a mis, le statut spécial. Le statut spécial, par exemple, au niveau des anglophones, ça tient maintenant compte des réalités socio-culturelles des anglophones. Vous voyez que les chefs traditionnels vont siéger, ainsi de suite. On peut faire cela véritablement dans tout le Cameroun. Voilà. Comment faire pour mettre la guerre au nord-ouest et au sud-ouest? Le chef de l'État on doit éviter le zèle du côté de Yaoundé et discuter avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qui suppose qu'on connaît qu'à Lébialem, il y a tel leader. On connaît que du côté du sud-ouest, par exemple, il y a tel leader. Comment faire donc pour discuter avec ces leaders pour revenir à la paix? Parce que jusqu'ici, l'économie camerounaise est véritablement entrée d'empathie. Parce que notre président, il ne faut pas se leurrer, notre président est, comme on dit véritablement, à la limite de l'âge. Et quel est le type de pays qui veut nous léguer demain? Quel est le type de citoyen qui veut qu'il a formé? Il veut que les Camerounais retiennent quoi de lui comme étant véritablement président de la République. C'est pour ça que des initiatives pareilles comme Afrimédia est encouragée. Vous regardez par exemple une ville comme Douala. Quand vous regardez comment Radio France Internationale est captée à Douala, nickel, ça ne fait pas de bruit. Mais quand une radio locale est captée, vous ne pouvez pas bien suivre ces radios locales et qui entretiennent par exemple les antennes de Radio France Internationale, c'est la CATV à Douala qui entretient. Vous voyez donc c'est le message colonial qui passe dans une capitale économique et les radios locales qui portent tous les jours le message national, tout ça ne sont pas bien suivis. Du coup, c'est un problème qui perpétue donc la colonisation. Le grand enjeu au niveau de tout ce qu'on fait est communicationnel. Des chaînes comme Afrimédia encouragées et ça doit commencer par l'institutionnel. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui peut encourager comme le message qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire qu'il faut valoriser pour faire en sorte que pour distiller ça, pour réveiller les Africains. Comment est-ce que les Africains suivent RFI du matin au soir, à la France 24, ainsi de suite, dans toutes les chaînes de câbles distributeurs? Et c'est un problème. Et si le Cameroun ne peut pas résoudre ça, ce n'est pas les Français qui vont venir vous demander de résoudre ça. C'est ce qu'on appelle la préférence nationale. La préférence nationale doit commencer au niveau médiatique. Ça ne peut pas comme ça. On ne peut pas attendre qu'on bouscule notre chef de l'État et puis qu'on commence à nous demander de faire véritablement la préférence nationale. C'est qu'on n'a rien compris. Je suis véritablement désolé. Donc il faut donc que tous ceux qui sont du goût, que le gouvernement camerounais doit se réinterroger. La méthode qui est là, l'institutionnelle, est très mauvaise. Il faut donc travailler avec les réalités. Les réalités de l'époque, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le monde va vite. Vous ne pouvez pas, un président ne peut pas tout ça en France, et puis vous accordez du secrétaire général à la présidente de la République, ministère de la Communication, ministère des Relations extérieures, vous accordez 10 pages quand lui vous accorde 2 lignes. Ça montre encore qu'à ce niveau-là, on est encore véritablement assujetti. Et du coup, c'est un problème. Les Africains doivent se réveiller. D'accord. Merci encore, Rodolphe Armand Diallo, pour cette analyse. Je le disais tout à l'heure, on va peut-être faire un tour avec nos camarades et nos amis qui nous retrouvent en direct Skype pour sortir de cette édition. Ils nous retrouvent alors que nous entamons les dernières minutes de cette édition. Nous allons adresser donc un bonsoir sympathique à monsieur Samuel Yumbi, Dieu ne dort, en direct Skype depuis l'Italie. Samuel Yumbi, bonsoir et merci de nous retrouver dans ce débat. Les téléspectateurs qui suivent Afrimédia, cette chaîne qui est arrivée en ce 21e siècle pour pouvoir édifier la jeunesse camerounaise, à prendre acte à notre place dans ce monde où la mondialisation et la globalisation demandent à ce que tout un chacun, chaque continent puisse être objectif pour leur devenir, car le changement géostratégique qui se passe aujourd'hui, la jeunesse doit prendre sa place et l'intérêt de la jeunesse, c'est l'intérêt de la souveraineté et de l'indépendance totale de l'Afrique, commençant par chaque pays, dont la jeunesse prépondérante doit savoir quel est leur intérêt dans ce monde géostratégiquement dont l'évolution est allée va crescendo et que chacun doit trouver son intérêt pour pouvoir y participer ensemble pour la construction des mondes modernes. Merci à vous, Samuel Yumbi, d'être présent ce soir, juste à vos côtés, en direct Skype, depuis le Canada, Bertrand Tchapkoua.
Monsieur Tiapkwa, bonsoir et merci de nous retrouver dans ce débat. Bonsoir Madame Djimala, c'est depuis les États-Unis. C'est un plaisir une fois de plus Madame Djimala de me retrouver sur cette plateforme. Je veux d'abord dire bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers Afrimédia. Bonsoir à tout le peuple camerounais qui souffre, qui est meurtri dans sa chair. Merci. Bonsoir à tous les soldats camerounais qui sont sur tous les fronts. Bonsoir à tous les ambazoniens qui ont pris les armes parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas continuer à subir. Bonsoir également à Rosange Jimini, au fond de sa cellule à Baganté. Bonsoir Mamadou Mota. Bonsoir à BBC Mantou. Bonsoir à toute la communauté anglophone, au fond de leur prison, où ils sont cachés, Manuela Siké. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur ce plateau, Manuela. Et je pense que s'agissant de l'actualité d'aujourd'hui, nous devrions arrêter de rêver. Parce qu'il y a une question que chaque Camerounais devrait se poser. Nous avons à la tête de notre pays aujourd'hui un papa qui a plus de 80 ans, qui est aux affaires depuis plus de 50 ans. Et nous tous, nous avons l'obligation de nous interroger où il vient. De quelle fabrication il est. Il est le produit de quelle société? Et vous le savez comme moi, que le président usurpateur de notre pays, le Cameroun, tient aujourd'hui, parce que n'oublions pas que le professeur, son excellence Maurice Kamto, c'est lui qui a gagné les élections en octobre 2018 au Cameroun. Et il nous l'a démontré scientifiquement devant la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, celui qui tient les manettes de notre pays, qui est le malheur, qui est la souffrance de tous les Camerounais, qui a pris la peine de vendre toutes les sociétés camerounaises. J'ai nommé une société comme Bata, qui a existé à notre époque, à notre enfance. Vous vous rappelez, si vous connaissez un quartier à Congo qui s'appelle Bata Congo, c'est le souvenir d'une société qui s'appelait Bata, qui fabriquait et qui confectionnait les chaussures. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus. Merci à vous, Bertrand Tiapkwa, depuis les États-Unis. Merci pour la précision d'être à notre compagnie. C'était un bonsoir introductif. On vous retrouve dans quelques instants. On repasse la parole à Samuel Youmbi depuis l'Italie. Samuel Youmbi sur cette sortie de l'Élysée avec ce communiqué qui a donc rendu public l'échange téléphonique entre les deux présidents français et camerounais sur ce climat glacial qui semblait s'installer entre les deux présidents, du moins entre les deux administrations de Yaoundé et de Paris. Votre analyse sur cette démarche d'Emmanuel Macron et de son gouvernement à calmer le jeu, mais également sur les déclarations du président français il y a pratiquement une semaine à la suite de son interpellation sur la question de la crise sécessionniste et celle des droits de l'homme, la sortie de Human Rights Watch sur le rapport qui a été publié indexant les forces de sécurité du Cameroun en les attribuant la responsabilité du massacre de Garbou le 14 février dernier. Bien sûr, un rapport, vous le savez, qui a été retiré à la suite de la sortie gouvernementale du ministre de la Communication. Samuel Youmbi, on vous écoute, vous avez la parole. Oui, merci encore, Madame Victoire Djimala. Vous savez que dans l'entrée de jeu, nous devons savoir déjà que dans une relation diplomatique, dans la coopération entre deux États, le monde entier l'a si bien dit, comme l'a si bien dit aussi les confrères du président M. Boris Johnson en Angleterre, qui a dit à un thème en anglais que je ne pourrais que le traduire en français, que c'était la bassesse de la diplomatie française qui a été mise aux yeux du monde entier. Donc nous revenons là pour dire que M. Macron, lui, sait bien qu'il a gaffé, pas n'importe quel gaffe. Il a fait ce qu'en diplomatie, on ne peut pas se permettre de le faire, même s'il y a n'importe quel antécédent. Vous avez n'importe quoi contre un État, vous ne pouvez pas vous vulgariser. Ce n'est plus ce pays que vous vulgarisez, mais M. Macron s'est vulgarisé et il a détruit son électorat et il a détruit la valeur de cette diplomatie française. Donc il était pour lui de tous ses efforts de trouver les voies et moyens de laisser les choses se calmer pour pouvoir appeler son excellence M. Paul Biya. Et nous savons très bien que c'est son appel que M. le président français appelle le président camerounais, qu'il avait si bien dit qu'il va mettre la pression. Là, il n'a pu appeler dans la pression, il a appelé juste pour pouvoir donner la possibilité au président Paul Biya de lui laver son affront qu'il a fait avec cette communauté internationale, dont même M. George Bush, même M. Donald Trump a eu à rigoler sur la sortie de M. Macron. Dans cet appel vers son excellence M. Paul Biya, nous pensons que c'est quelque part
remotiver encore cette amitié qui date depuis plus de 50 ans entre le Cameroun et la France, dont nous ne devons pas oublier que les intérêts de la France sont dans cette amitié depuis 50 ans avec le Cameroun. Donc malgré que le Cameroun aujourd'hui est en train de sortir, est en train de retrouver cette souveraineté, et avec tous les accords dont le chef de l'État a refusé de renouveler le renouvellement de ces accords, c'est là où le bas a blessé, et ça a pris M. Emmanuel Macron de son front, qui est sorti de ses gants, ayant organisé cette mise en scène qui avait été bien préparée au salon de l'agriculture. Il se retrouvait piégé, ne connaissant pas très bien que les retombées de sa mauvaise communication. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que le Cameroun privilégie toujours avec la France cette relation amicale. Et tant que le monde vivra, le Cameroun aura toujours cette relation. Mais il y aura une différence, que le Cameroun ne serait plus dans les accords coloniaux qui ont été signés entre le Cameroun et la France. Et c'est là le combat aujourd'hui, comme son excellence M. Paul Biya, nous pouvons le lui tirer chapeau parce qu'il est venu à la tête de l'État démocratiquement avec un objectif. Et cet objectif, c'est l'objectif dont ses prédécesseurs avaient déjà tracé le chemin, qu'il est arrivé aujourd'hui et il est en train de sortir honorablement, en train de remettre à la jeunesse camerounaise à laquelle nous appartenons tous, vous et moi aujourd'hui, cette souveraineté et non à ces accords qui empêchaient l'évolution du Cameroun. Donc, quand le chef d'État avait si bien insinué que l'émergence à l'horizon 2035, beaucoup ont voulu imiter le président Paul Biya en mettant dans le pays émergence en 2025 comme si le président n'était pas visionnaire. Mais c'était un grand visionnaire parce qu'il savait que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses qui étaient déjà prévues. Il savait que ça va arriver d'un moment à l'autre. Il y aura des gaffes, il y aura des tentatives. On va vouloir maintenant seulement arrêter le coup du Cameroun pour envoyer les bombes et tout ça. Toutes ces menaces sont arrivées. C'est des menaces que nous avons eu la chance. Et comme lui, il a su de préparer cette population. C'est la population dont nous sommes aujourd'hui. Il a eu à préserver depuis près de 38 ans aujourd'hui, à donner un bilan humain à cette jeunesse camerounaise. Et dans ce bilan humain, c'est dans ce bilan humain que nous avons eu la possibilité d'aller à l'école et d'être matures et responsables pour ne pas être les instruments qu'on devait utiliser pour déstabiliser et détruire notre cher et beau pays. Voilà déjà les actions que le chef d'État avait déjà prévues, que ceux qui vont sauvegarder les troubles dans ce pays, ça sera cette jeunesse camerounaise. Et là, je crois, nous pouvons tous le dire, que c'est une vérité qui est claire aujourd'hui. Et quand on veut rentrer dans la géostratégie entre la France et le Cameroun, nous pensons que la France aujourd'hui se retrouve face à une jeunesse très mature, très avancée dans sa maturité et très responsable dans son comportement, qui est allé manifester devant l'ambassade la dernière fois, tout simplement pour manifester le mécontentement sur l'injure qu'il a apostrophé au devant de la scène sur l'image des Camerounais et de sa jeunesse. Donc, cela, le chef d'État, sachant bien que les problèmes que nous vivons aujourd'hui avec Boko Haram, avec la crise dans le Nord-Ouest, c'est une crise qui est endogène. Et cette crise qui est venue par population nous démontre aujourd'hui que l'armée professionnelle qui a été préparée 20 ans auparavant par le chef de l'État est en train de donner une garantie à cette nation à laquelle peut-être que lui-même ne mangera même pas les fruits. Il sera que content de voir la fin, de donner cette souveraineté, et les fruits même, il ne mangera pas, parce que tout ce qu'on cherche pour un pays, c'est le bien-être de cette population, même si on n'est pas là, qu'on soit sûr et content qu'on a bien remis et fait à sa mission. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que ce sont des ONG financées par un philanthrope, M. Georges Soros, qui a fait pareil en Côte d'Ivoire en 2011. Donc, il détient en retour le titre foncier de la ville d'Abidjan est détenu par les mains de M. Georges Soros. Donc, c'est ce qu'il a voulu. Il a financé au Cameroun tout simplement parce qu'ils sont retrouvés que Dieu a béni le Cameroun dans sa misère, dans le protectorat français, pour que tous ces mines qu'on a trouvé, les minéraux qui ont été trouvés au Cameroun, que ça soit la convoitise de tout simplement
détruire l'image de l'armée camerounaise pour pouvoir atteindre son excellence, M. Paul Biya. Mais la confrontation se retrouve que la jeunesse camerounaise en cause qu'aujourd'hui, l'ingéniosité intellectuelle des Camerounais ne laisse pas la possibilité pour que toute ingérence qu'ils arrivent, même par des ONG, par des associations internes qui sont en train de comploter pour pouvoir déstabiliser le Cameroun, ne parviennent pas à faire effet, tout simplement parce que les enjeux aujourd'hui, ce n'est pas les routes ou la lumière ou bien les chaussées, mais parce que tout simplement, certains jeunes Camerounais qui se réclament être activistes, ils oublient le rôle d'un activiste. Un activiste est apolitique. Un activiste, c'est celui qui ne soutient aucun régime. Un activiste, c'est celui-là qui prend le temps de se projeter dans la vie et dire ce qu'il trouve de bien ou pas ou qui n'est pas bien. Mais ceux-là, ils ont oublié que la lutte aujourd'hui, que la lutte qui se passe au Cameroun, par exemple, surtout aux Camerounais que je m'adresse, qu'elle est panafricaine et elle est nationale. C'est aujourd'hui nous luttons pour sauvegarder et retirer le Cameroun dans les traités coloniaux avec la France pour que nous ayons cette liberté de pouvoir jouir de nos ressources naturelles que nous avons aujourd'hui. Mais certains le prennent tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux. Ils oublient que le Cameroun qui a 38 ans n'est plus le même Cameroun aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation au Cameroun. Nous ne parlons plus d'un État centralisé. Nous parlons d'un État central décentralisé. Donc ça veut dire, eux, ils sont encore 38 ans en arrière. Et nous, aujourd'hui, le Cameroun est en train d'avancer dans cette décentralisation où les collectivités territoriales donnent la possibilité aux jeunes Camerounais dans chaque région maintenant. Samuel Yombi, merci pour cette première analyse. On vous retrouve dans quelques instants pour équilibrer le temps de parole de chacun, puisqu'on s'achemine vers la fin. Bertrand Tchapkwa, je vous retrouve du côté des États-Unis. Votre analyse également sur cet échange téléphonique qui a eu lieu dimanche dernier entre le président camerounais et le président français Emmanuel Macron et Paul Biya qui se sont accordés sur la mise en œuvre ou en place d'un comité, d'une mission qui va mener l'enquête sur le massacre de Garbou du 14 février dernier, ce qui avait déjà été une instruction du chef de l'État à la suite de cette tragédie malheureuse dans le nord-ouest du Cameroun. Votre regard sur désormais ce climat qui tente davantage de s'apaiser entre les deux chefs d'État alors que il y a une semaine, le président Macron déclarait qu'il avait mis la pression sur le président Paul Biya pour la libération des prisonniers politiques et certains prisonniers relatifs à la crise sécessionniste au lendemain du grand dialogue national, mais également votre avis sur le dernier rapport d'enquête retiré d'ailleurs à l'heure actuelle par Human Rights Watch sur ce massacre de Garbou, votre analyse de façon générale sur toute cette grande actualité qui a suscité une forte polémique. On est déjà à plus d'une semaine et on y est toujours, Bertrand Tchapkwa. Merci Madame Djimala, une fois de plus, de me donner l'opportunité de pouvoir profiter de cette plateforme. Madame Djimala, je vous supplie, pardon de m'accorder à peu près le même temps que M. Yombi de tout à l'heure. Je vais commencer par la dernière question, Madame Djimala. Je pense que les ONG, leur rapport ne souffrent d'aucune contestation. Parce que la plupart des responsables de ces ONG sont des Camerounais. Nous avons le rapport de l'Église, Madame Djimala. Nous avons un évêque qui est là-bas, qui est sur place là-bas. Le clergé, les clergés ne peuvent pas mentir. Donc moi je pense que nous n'avons pas à contester les rapports des ONG, nous n'avons pas à contester ce que les autorités religieuses et ces ONG disent parce que c'est la vérité. Nous ne pouvons pas nous fier sur le rapport du gouvernement. Nous savons ce qui s'est passé à l'extrême nord avec le cas de Boko Haram. Nous avons vu des soldats tuer des enfants sur le dos des mamans. Et nous avons vu Issa Chourma Bakari qui est sorti pour dire que ça se passait au Mali. Nous savons déjà que nous avons affaire avec ceux qui nous dirigent. Ce sont des gens qui ont passé leur temps, plus de 38 ans, à nous mentir. Ils ne respectent jamais ce qu'ils disent. Nous savons qu'ils sont des usurpateurs. Nous savons que ces gens-là, nous ne pouvons plus leur faire confiance. Ils ont démontré pendant plus de 30 ans que nous, les Camerounais, ne pouvons plus leur faire confiance. Donc, sur ce sujet, je pense que nous nous alignons et nous pensons que le rapport des ONG, elles sont vraies. Et ce que l'Église, le nombre de morts
que l'Église a donné et qu'il y a eu là-bas, c'est vrai, ça ne souffre d'aucune contestation. Nous avons tellement des éléments sur ça, nous avons même des vidéos qui approuvent et des témoignages. Sur le deuxième sujet, Mme Djimala, je pense que chaque Camerounais et chaque Africain devrait avoir honte. Quand on vient nous dire que Emmanuel Macron a appelé M. Biya, et qu'Emmanuel Macron dit qu'on va mettre une commission conjointe, nous ne devons pas espérer rien d'eux. Entre Emmanuel Macron et M. Biya, il y a une différence. M. Biya vous a dit qu'il est le meilleur élève de la France. Qu'attendez-vous? N'attendons rien d'eux. Nous sommes dans une perspective aujourd'hui, nous nous battons pour renaître le Cameroun qui a été rêvé par les Oubnobé qui sont morts sans voir ce Cameroun. C'est de ce Cameroun que nous nous battons aujourd'hui. Et les gens comme le M. Youmbi, à l'époque quand les Oubnobé se battaient, ils avaient appelé Oubnobé Makiza. Ils avaient appelé Enes Wandje Makiza. De la même façon aujourd'hui, qu'ils appellent les anglophones qui ont pris les armes, qui sont des sécessionnistes. Parce que les anglophones ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer à se laisser taper, tuer. Ils préfèrent prendre les armes pour se défendre. Nous avons vu M. Djamen et Michel Djoki qui sont sortis, on a tiré sur eux. Est-ce qu'ils avaient une arme? Nous avons vu Bibisi Manchou Abamenda dans un cercueil qui réclamait de l'eau à boire, qui réclamait le minimum vital parce qu'ils ont passé des années au nord-ouest, au sud-ouest à travailler. L'argent va tout à Yaoundé. Les gens prennent cet argent, au lieu de construire les hôpitaux, ils viennent se soigner aux États-Unis, ils viennent se soigner en France. Eux et les familles et les amis. Nous ne pouvons plus continuer à vivre ce Cameroun. J'ai compris que M. Youmbi tout à l'heure parlait de la géostratégie qu'il s'agit de la... M. Youmbi, nous devons arrêter d'enfumer les Camerounais. Nous avons la Guinée équatoriale à côté de nous qui nous parle. On vient que Mambazogo a signé les mêmes accords que M. Biya. On vient que Mambazogo, c'est avec le France qui développe son Cameroun, son pays. On vient que Mambazogo à côté de nous parle. Il fait la magie. On vient que Mambazogo fait la magie. Vous voulez nous dire que la Guinée est plus riche que le Cameroun? Une Guinée équatoriale qui est en 99 et ils venaient se soigner au Cameroun. Les Camerounais doivent prendre les destin en main, Mme Djimala. C'est de ça qu'il s'agit. Quand M. Youmbi dit qu'on a les Camerounais ont marché devant l'ambassade de France, ils étaient combien? Il y avait combien de Camerounais qui se sont sortis pour manifester? Nous avons vu le vrai président du Cameroun à Douala. Nous avons vu le vrai président du Cameroun à Yaoundé. La personne qui gouverne le Cameroun aujourd'hui, c'est le professeur Moïse Kampo. Comme vous le voulez, on passe à la vérité. Et la France est dans une stratégie aujourd'hui de passer le pouvoir entre M. Biya et les amis de M. Biya. Nous avons toutes les informations. Nous nous battons et nous travaillons et ça ne passera pas. Chaque Camerounais où qu'il est doit se lever parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un stade où ce régime doit tout tuer les Camerounais, où ils doivent libérer les Camerounais. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, Mme Djimala, qu'un système comme celui-là, ils ont eu l'école gratuitement. Ils ont eu les bourses pour aller étudier en Europe gratuitement. Ils reviennent au Cameroun, ils ont le travail gratuitement. Si vous demandez à certains membres de ce gouvernement combien coûte un pain à la boutique, ils ne connaissent pas. Demandez-les combien coûte un litre de carburant à la station, ils ne connaissent pas. Demandez-les combien coûte un timbre, puisqu'ils ont tout gratuitement, Mme Djimala. Nous ne pouvons plus continuer à laisser nos enfants quitter pour venir mourir à l'oppression d'Achetoi, M. Youmbi. Toi, tu es en Europe. Tu te tombes là maintenant, tu appelles, comme ici aux États-Unis, tu appelles 911, on te porte à l'hôpital. Au Cameroun, on a ça. Nous voyons les gens mourir chaque jour dans les hôpitaux parce qu'ils sont incapables de payer partout d'hôpital. Vous parlez de quoi? Et pendant ce temps, les gens pillent notre argent. Ils volent tout l'effort de notre travail à Yaoundé pour venir s'offrir les soins aux États-Unis, en Suisse, partout. Menez la belle vie. Et vous croyez que vous allez laisser ça passer? Ça ne passera plus. Il est question qu'aujourd'hui, que chaque Camerounais, où qu'il est, se lève pour réclamer la partie son pays. Arracher ce pouvoir dans les mains de ces usurpateurs qui sont là. Parce qu'ils ne nous représentent pas. Merci, Mme Djimala. Merci à vous, Bertrand Tiapkwa. On vous retrouve dans à peu près 3 minutes. 3 minutes, donc, c'est pour retrouver Monsieur Youmbi, peut-être pour répondre à certaines interpellations, mais pour une dernière analyse, puisque nous sommes en train de sortir de l'émission. Monsieur Youmbi, allez-y, hein, on vous écoute, Samuel Youmbi, pour votre dernière appréciation. Victoire Djimala veut passer la parole. Je pense bien que les jeunes panafricains qui nous écoutent, en particulier les Camerounais et ceux de la diaspora, doivent s'en rendre compte aujourd'hui que la crise dans le Nord-Ouest est une crise par procuration. Donc,
comme je l'ai dit bien, l'effet est sur le rapport qui a été mis sur pied par les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, depuis près de 4 ans que cette crise est dure. Elle se retrouve toujours confrontée, comme je le dis bien, par l'ingéniosité de l'intellectualité des Camerounais qui sont confrontés grâce à cette grande armée professionnelle qui amène juridiquement auprès des pays-nations à démontrer que c'est du n'importe quoi. Alors aujourd'hui que certains arrivent à dire qu'il y a un génocide dans le nord-ouest, dans le massacre de Galbou. Normalement, qu'est-ce qu'on dit par là par génocide? Donc, ils se sont déjà trompés sur la dénomination d'un génocide. Il y a eu une action, un dérapage entre l'armée qui poursuivait les sécessionnistes qui sont venus. Pendant la stabilité au Cameroun, on a vu apparaître certaines personnes qui sont venues tout d'un coup avec les armes à la main. Nous n'avons jamais été confrontés à cela. Ils ont déclaré directement qu'ils venaient s'opposer à l'État national. Et l'État n'a que fait que grâce à l'armée pour sécuriser les personnes et les biens. Nous ne pouvons que nous en réjouir aujourd'hui que la France, que M. Macron ait appelé son excellent M. Paul Biya, ça va dans les bonnes envergures, dans les bonnes choses de pouvoir mettre une enquête conjointe. Ce qui démontre encore déjà la souveraineté toujours totale du Cameroun, que la France, qui est un pays ami, qui a un droit de veto auprès, qui est membre permanent auprès des Nations Unies, qui soit là, comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, que c'est un pays ami depuis les 50 ans. Donc les intérêts de la France au Cameroun resteront ces intérêts. Voilà comment le manifeste que les jeunes ont fait, c'était pas pour aller déstabiliser l'image de l'ambassade, c'était justement pour attirer l'attention que demain nous étions ensemble. Même si on peut se séparer, on va quand même, si nous avons notre souveraineté, nous resterons toujours les vrais amis privilégiés, à bout de privilégier cette relation amitié de 50 ans. Donc ce n'est qu'une bonne envergure que j'essaie ici d'interpeller tous ces activistes, de bien savoir que ce qu'on appelle activistes, parce qu'ils se retrouvent derrière un seul homme qui, sur place aujourd'hui au Cameroun, n'a pas de représentativité politique dans aucune région du Cameroun. Donc nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de se lever les yeux quand nous avons un certain individu qui soit en train de gérer un Cameroun pour aller seul dans sa maison comme je suis dans mon bureau actuellement. Donc nous avons vu aujourd'hui que la prochaine assemblée a été faite et il y a eu sur le terrain des partis qui sont allés démontrer aux Camerounais qu'ils peuvent soutenir, qu'ils peuvent apporter un soutien pour les devenir. Nous les disons merci. Demain sont représentés et les 11 circonscriptions dont il y aura des élections, les Camerounais du Nord-Ouest encore démontrent pour une fois que la démocratie est vraiment en marche au Cameroun. Et cette démocratie, c'est la démocratie des urnes, qui n'est pas dans le sens, dans le respect des institutions, dans le respect de la démocratie des urnes au Cameroun, est hors la loi et c'est tout. Et nous avons avancé, sachant qu'aujourd'hui, là, les collectivités territoriales permettent aujourd'hui que dans chaque région, pour ceux qui parlent toujours de route et de lumière, tout se fera parce que c'est nous les jeunes qui allons assumer ces responsabilités pour un Cameroun meilleur, pour son émergence à l'horizon 2035. Merci encore, madame. Samuel Diombi, merci d'avoir été en notre compagnie ce soir dans le cadre de cette édition. Bertrand Tiapkwa, 3 minutes pour votre dernière appréciation et votre dernière analyse. Bertrand Tiapkwa, on vous écoute. Décroche le micro. Oui, madame Dumala, merci encore pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir revenir sur votre antenne, sur cette plateforme, pour conclure ce débat. Moi, je voudrais dire aux Africains, et particulièrement aux Camerounais, que le Cameroun, ce pays, que les Oumniobé ont donné leur vie pour cela, que les Enes Wandje ont donné leur vie, que les Moukoko Prison, les Ndjasse Mathieu, les Ndjasse Mathieu qui vit encore, se sont battus pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu ce que nous voulons. C'est pour cette raison que nous nous réjouissons, nous qui étions dans le combat depuis, du souffle nouveau que le professeur, son excellence Maurice Kamto, qui a gagné les élections en octobre 2018, nous donne. Et il revient sur le tracé. Parce que je pense que lui, il a mis la ligne politique de l'UPC par terre, la ligne politique du social-démocratique par terre, et il a vu tous les échecs et toutes les victoires de ces deux partis, et aujourd'hui il est en train de démontrer. Il a d'abord donné
une très grande échec au système en place parce que le premier piège que le professeur Maurice Kamto a évité, c'était de refuser d'aller aux élections municipales et législatives. Parce que si le professeur Maurice Kamto allait aux élections municipales et législatives, c'était pour donner la légitimité à ce régime usurpateur. Et le professeur a compris ce jeu et il a déjoué. C'est pour ces raisons que nous, les panafricains, nous, les vrais combattants qui souhaitons un changement fondamental, un Cameroun qui sera libre et indépendant, où quand tu viendras chercher le travail, on ne demandera pas de quel village tu es, on ne cherchera pas à savoir ta tribu. C'est de ça qu'il s'agit, Madame Manuela Siké. Madame, excusez-moi, pardon, comme je suis très habitué avec Manuela Siké, Madame Dimala. Il s'agit d'un Cameroun. Nous n'aurons plus de problèmes faciès. Nous n'allons plus voir quelqu'un comme Mamadou Mota au fond d'une cellule parce qu'il est sorti pour réclamer un droit fondamental. Nous voulons un Cameroun nouveau. C'est ce Cameroun-là que nous rêvons. Et ce Cameroun n'est plus très loin. Ce Cameroun n'est plus très loin parce que ce régime qui est né, ce régime usurpateur qui est né au Cameroun depuis 1960, qui a existé à partir d'Amadou Ahidjo et qui a continué avec M. Biya, est en train d'agoniser. Et nous nous battons pour mettre fin. Nous nous battons pour mettre fin parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus de ce système. Nous ne voulons plus être sous les ordres de ces Occidentaux. Nous voulons un Cameroun libre. Un Cameroun où nous voulons les mérites, où on doit mettre chacun à sa place. Merci et bonsoir à tout le monde. Bonne soirée à vous, Bertrand Tiapkwa. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation pour sortir de ce débat ce soir sur ce sujet qui a suscité une forte controverse et polémique du côté du Cameroun depuis un peu plus d'une semaine déjà. Merci donc à vous, à Samuel Yombi depuis l'Italie et à Bertrand Tiapkwa depuis les États-Unis. On revient ici pour sortir définitivement de cette édition d'Appel sur le continent avec nos deux invités qui sont en notre compagnie depuis le début de cette édition. Guillaume Kouan, je vous retrouve également pour votre dernière appréciation en 3 minutes à la suite de l'échange de vos copanélistes en direct Skype. Oui, merci donc de votre accord pour ce dernier passage. Alors, j'ai bien observé que nous sommes très divergents dans l'ensemble pour la lecture des événements qui se déroulent, ce qui est bien malheureux parce que nous sommes curieusement tous préoccupés par la situation du Cameroun et ça c'est louable. Cependant, nous ne savons pas comment nous lever tous comme un seul homme pour identifier les vrais ennemis du Cameroun et tenter de les combattre en synergie. Parce que nous sommes tous dispersés. Chacun, on a un pays comme le Cameroun, on a plus de 200 partis politiques. On ne voit pas en quoi les lignes politiques de ces partis divergent. Alors, pour ma part, encore une fois, je ne voudrais pas que nous nous dispersions, que nous fassions diversion comme ceux qui profitent de cette situation. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons profiter de cette dernière, on va le dire comme ça, parce que la force de l'âge, elle est permanente, hein, cette dernière mandature du président Biya, et pour que nous implémentions la vraie politique du renouveau, non pas celle qui a été implémentée pendant les 37 années, mais celle qui est dans son idéologie. Elle se retrouve dans le manuel pondu par le président lui-même, qui s'appelle, intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Pour ceux qui veulent le lire, vous allez vous rendre compte que le contenu de ce manuel est parfaitement ce que disons, fait partie des idéaux que nous recherchons tous. Et comme c'est le chef de l'État qui est auteur d'un tel ouvrage, je pense que nous devons nous concentrer sur comment le mettre en œuvre. Alors, je propose, voilà, pour une fois, je fais une proposition, parce que la critique, c'est une chose, eh bien que dans les quartiers et les villages de chaque commune, nous en avons 360 au Cameroun, que les populations se regroupent sous forme de comité de développement local. Un comité de développement local dans chaque quartier, dans chaque commune, pour organiser la vie en société. Eh bien, ce comité de développement local va identifier les problèmes et les besoins au niveau local, va se rapprocher de l'exécutif communal, puisque nous avons
une décentralisation qui est en cours, où les communes auront à leur disposition les ressources nécessaires pour implémenter les objectifs de développement, eh bien, les comités locaux de développement devraient donc se rapprocher des communes pour réaliser eux-mêmes le développement qu'ils souhaitent que les dirigeants réalisent. Parce que les dirigeants ne peuvent pas tout faire. Dans un pays, il y a l'État, il y a le gouvernement, mais il y a la population civile qui, en réalité, s'occupe des affaires économiques. L'État organise. Et donc, moi, je pense que si nous nous organisons dans cette dernière législature, enfin, dernière mandature présidentielle, oui, et avec les législatives et les municipales qui viennent d'être achevées, pendant 5 années, je pense que nous aurons réalisé beaucoup de choses, oui, et on va tout de suite oublier que nous ne sommes plus indépendants. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, Rodolphe, vous nous disiez avant de retrouver un mondial que vous alliez peut-être participer à ce que l'électrification du Cameroun puisse s'améliorer en tant qu'ingénieur en électricité. Votre rapport sur la question de l'électrification du pays? Oui, merci donc de cette question. Eh bien, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur électricien. Je reviens du Maroc, je suis bureau d'études. Donc, j'ai ramené dans ma valise un projet d'électrification rurale des villages du Cameroun à travers l'hydroélectricité des cours d'eau que nous avons chez nous. Alors, ce projet, je vais le présenter au Premier ministre. Ah, d'accord. Voilà, et je vais le présenter au Premier ministre en personne. Et je vais rencontrer le ministre de l'Énergie pour que, avec la décentralisation, pour les projets qui concernent plusieurs communes ou même plusieurs régions, que les financements soient mis à la disposition pour renforcer l'offre énergétique. Parce que, comme je vous l'ai dit lors de la dernière émission, sans énergie électrique notamment, il n'y a pas de développement. Et moi, ma spécialité, je suis spécialiste des centrales hydroélectriques, et le Cameroun regorge d'un potentiel hydroélectrique de plus de 20 000 mégawatts. Et actuellement, il n'est même pas réalisé à 5%. Donc, si on a encore 95% de potentiel hydroélectrique à réaliser par nos propres capitaux, c'est ça l'enjeu. Il est pour nous question de ne pas rechercher les investissements étrangers pour financer ce type de projet, parce que les investissements étrangers viendront donc utiliser notre ressource naturelle pour la mettre en valeur, et va rapatrier immédiatement tous les bénéfices générés, nous rationnant d'énergie comme on le voit en ce moment, et nous n'allons jamais sortir de l'auberge tant que nous ne prenons pas en main cette ressource par nos propres capitaux. Donc mon objectif, c'est de pouvoir réaliser quelques petites centrales hydroélectriques avec l'accord et le soutien du gouvernement. Merci à vous pour cette belle proposition. Rodolphe Armand Diallo, on sort de cette émission avec votre appréciation à la suite de l'analyse de vos copanélistes qui nous ont retrouvés en direct au Skype il y a quelques instants sur l'échange qu'ils ont eu. On a vu Samuel Yumbi, qui est un activiste camerounais du côté de la diaspora italienne et qui est un pro-gouvernement, bien sûr, et puis Bertrand Tiapkwa des États-Unis, qui est un anti-gouvernement. Votre analyse? Bon, les deux ont en commun, hein. Moi je sais dire ce que je pense, c'est qu'ils sont comme les griots. Vous savez qu'un pays qui veut renaître n'a pas besoin de griotisme. Ceux qui font le griotisme enfoncent davantage des leaders. Parce qu'il faut bien voir. Quand on regarde notre ami qui est pour le gouvernement, avec tout ce qu'il y a derrière lui, comment l'effigie du chef de l'État et tout le message qui va véritablement avec. Et quand vous allez du côté de notre ami, je crois qu'il est au Canada, aux États-Unis. Aux États-Unis, et que lui-même il parle de temps en temps, il rappelle son leader. Il doit d'abord comprendre qu'aujourd'hui, là, le Cameroun s'est enfoncé parce que on ne passe de temps qu'à s'identifier à une seule personne. Vous savez que l'ancien président français Hollande, il est docteur, mais on ne met jamais docteur devant son nom. Hein. Voilà, parce que les Africains, les Camerounais en particulier, ont ceci qu'on te dit professeur Fakonde, professeur, ça ne veut rien dire, je suis désolé. Voilà, il n'y a pas ça dans ton acte de naissance.
Parce qu'il faut appeler quelqu'un tel qu'il est. Voilà, ce n'est pas professeur qui fait en sorte que, ou bien docteur qui fait en sorte que tu vas venir réinventer véritablement là-haut. Aussi longtemps que quand vous focalisez sur un individu, ou de focaliser sur une cause, vous échouez déjà véritablement à ce niveau-là. Et l'autre, c'est que les ONG, quand nos médias vont cesser de s'intéresser des ONG, ces ONG vont mourir. Donc, si Amnesty International fait un rapport, aucune chaîne africaine en parle. Les autres bavards là, ça ne nous intéresse pas. Ils vont parce que c'est quand ils sortent par exemple ils sortent des rapports, ce sont les Africains qui amplifient encore pour leur donner davantage de l'importance. Et du coup, c'est un problème à ce niveau-là. Émergence à l'horizon 2035 ne veut rien dire. Bah, il faut dire ça aux Camerounais que quand on dit qu'on veut être émergent en 2035, ainsi de suite là, on parle, vous savez que Douala est une ville à l'eau. L'ingénieur nous dit que l'eau peut nous donner l'électricité. Mais même l'eau potable d'abord n'a pas d'acapté comme du Cameroun. Donc c'est un véritable problème. Ce n'est pas la France qui a développé l'eau là. C'est-à-dire que il faut faire en sorte qu'adapter les jeunes qui font les biochimies, ainsi de suite, le transformer localement. C'est-à-dire que le façonner localement pour qu'ils puissent utiliser ces ressources-là pour révolutionner leur pays. Vous n'avez pas besoin des Français et des autres pour faire. C'est ce qu'on appelle une conscience nationale. Et une conscience nationale n'a pas besoin de voir qu'on est du nord, de l'est ou du sud, ainsi de suite. C'est une révolution. C'est comme faisait Sankara. Malheureusement, beaucoup n'ont pas véritablement copié cela et c'est un problème. Parfois, il faut confondre les autorités avec des projets comme celui de Guillaume Kouang, par exemple. Je dis que c'est un projet qui est révolutionnaire. Malheureusement, la prise au Maroc, c'est en Afrique. On peut dire qu'on n'est pas africain, mais c'est la même chose. Donc vous allez voir que sur 100 jeunes qui ont le baccalauréat au Cameroun, 90 vont s'engouffrer dans les filières de sciences économiques et ils vont faire le droit. Quand ils sortent, ils ont le chômage barrade au quartier. À 35 ans, ils dorment encore chez maman, ils mangent la nourriture de maman aussi. Ils sont encore les charges pour leurs parents. Ce système, pourquoi? Parce que le système que la colonisation a légué, c'est un système qui est assez bête. Et ceux qui sont là n'ont pas eu le courage de changer ce système-là. C'est un système très mauvais, qui fait en sorte que quand tu es un bac généraliste, tu parles à l'université, tu fais le droit, quand tu sors, tu sais faire quoi. Tu vas dire que l'article est l'affaire. Quand tu fais économie, tu sais faire quoi. La définition triviale de l'économie, c'est enseigner à celui qui a faim comment est-ce qu'il peut se nourrir. Si tu peux faire 10 ans d'économie à l'université, tu peux faire 10 ans d'économie à l'université et que tu ne peux pas apprendre trivialement et que c'est l'économie du blanc que tu as appris, tu ne maîtrises même pas les préliminaires de l'économie africaine, camerounaise, si elle existe même, c'est un problème. Il faut encore dire aux Camerounais que pour se développer, ceux qui sont nous regardent du côté de l'étranger, c'est pas parce qu'on parle néo, parce que j'ai souvent mes confrères que quand ils quittent d'ici, ils arrivent là-bas, et quand ils se réveillent le matin, ils deviennent révolutionnaires sur sa page Facebook. Tu as l'impression que quand il est entré dans la vie et qu'il est entré là-bas, sa mentalité a directement changé. Il faut dire à ceux qui nous regardent là-bas que ce n'est pas en transportant la brocante pour venir ici tuer le marché localement que vous développez votre pays. À la douane aussi, parce que même les dirigeants camerounais encouragent cela. Parce que quand on transporte la brocante ailleurs, ce qu'on a jeté, pour venir tuer localement la souche économie locale. Alors que ceux qui sont localement peuvent fabriquer ça localement, ainsi de suite là. Vous ne constituez aucune je suis désolé, vous ne pouvez pas construire une économie compétitive quand les gens portent la poubelle ailleurs pour venir vendre des sous. Là, regardez au Cameroun aujourd'hui là qu'il y a des petits marchés de brocante qui se développent par-ci par-là, ainsi de suite. Quelqu'un qui peut apporter une vieille mousse, un vieux plat, ainsi de suite là. Le gouvernement doit freiner cela, que ça ne passe plus au niveau de la douane, pour caler les gens au niveau interne, pour que les gens puissent créer. Ça fait en sorte qu'on peut créer et que si la demande locale est assez forte, on peut vendre véritablement aux pays voisins. Donc je pense que, et pour ça, si on maîtrise notre économie un peu comme le Nigeria, on doit quitter du joug de la colonisation. Sinon, aussi longtemps que quand un Camerounais va quitter ici, il va arriver du côté du Canada, le lendemain se réveille, il est révolutionnaire, alors qu'il était dans son pays, il était au gars le plus cool. Aussi longtemps qu'on va faire cela, aussi longtemps qu'on ne peut pas comprendre l'enjeu, on va continuer à se plaindre de Macron, ainsi de suite. Et pour ça, ce sont nos dirigeants qui doivent impulser ce qu'on appelle, ils doivent impulser une politique nouvelle. Une politique nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il faut des Camerounais nouveaux. Dire que le Cameroun est riche de son sous-sol, ça ne veut rien dire. La bonne question est que comment utiliser ce sous-sol pour développer le pays. Parce que quand vous dites que ceux-là, ils ont la technologie, comment est-ce que nous on fait pour s'approprier de la technologie pour développer ça et vendre ailleurs? Ça, c'est des bonnes questions aujourd'hui qu'il faille. Et la plus grande guerre aujourd'hui est communicationnelle. Il faut davantage donc multiplier des canaux de communication comme ce qu'on a pour véritablement réveiller la conscience africaine. Merci. Merci à vous, Armand Diallo. Merci, Guillaume Kouang, d'avoir accepté l'invitation d'Afrique Média.
Média. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à avoir voulu réagir en direct au téléphone. Le débat était assez serré. Ce n'est que partie remise et puis quelques réactions sur le Facebook Live. Vous êtes également nombreux à avoir réagi, à laisser vos commentaires. Vous le savez, toutes nos émissions sont interactives. Vous avez le droit à la participation en direct. On se retrouve très vite pour d'autres éditions d'Appel sur le continent, la quotidienne sur Afrique Média, pour le décryptage de l'actualité et l'information africaine et internationale. Excellente fin de soirée sur votre télévision panafricaine et à très vite.